Aujourd'hui, un épisode très spécial. Vous vous trouvez bien dans la série de tutos sur la page Color de DaVinci Resolve, mais une fois n'est pas coutume, nous allons faire un peu de théorie. En effet, afin de bien comprendre les tenants et aboutissants du travail de l'étalonneur, il va falloir voir ou revoir quelques notions essentielles. Et pour ça, on va partir de la base et se poser deux questions toutes simples. Qu'est-ce que c'est une couleur ? Et comment est-ce que notre œil les perçoit? La lumière est composée d'ondes électromagnétiques. Une onde, ça a une longueur, c'est sa longueur d'onde, et entre 400 nanomètres et 700 nanomètres, on y retrouve les ondes du spectre visible, les couleurs de l'arc-en-ciel. Lorsqu'un objet émet ou reflète des ondes électromagnétiques de 400 nanomètres, on voit du bleu, et si cet objet émet des ondes situées à l'autre extrémité du spectre, 700 nanomètres, on verra alors du rouge. De part et d'autre de ce spectre, bien sûr, il existe tout un tas d'autres ondes électromagnétiques. Des ondes radio, des micro-ondes, des infrarouges, des ultraviolets, des rayons X, etc. etc. Toutes ces ondes, c'est aussi de la lumière, mais que notre œil ne peut pas percevoir. Alors, comment est-ce que notre œil fonctionne? L'intérieur de notre œil est tapissé de cellules sensibles à la lumière, des cônes et des bâtonnets. Les bâtonnets sont les cellules sensibles aux variations de luminosité, tandis que les cônes, eux, sont sensibles aux couleurs. Et on a trois types de cônes. Des cônes sensibles à une plage de longueur d'onde rouge, d'autres sensibles à des ondes situées dans les verts, et encore d'autres sensibles à une troisième plage d'onde située dans les bleus. Je parle bien de plage de longueur d'onde car nos cônes ne sont pas sensibles qu'à une seule teinte de rouge, de vert ou de bleu, mais bien à des échantillons plus ou moins larges sur le spectre visible. Ainsi, c'est la stimulation combinée de tous ces cônes qui va permettre à notre cerveau de percevoir et d'interpréter toutes les couleurs. Par exemple, si vos cônes sensibles au rouge et vos cônes sensibles au vert sont stimulés en même temps par de la lumière provenant d'un objet, votre cerveau va interpréter cette information comme de la couleur jaune. Ça, c'est ce qui se passe au niveau de notre biologie. Aujourd'hui, nos écrans tirent parti du fonctionnement de nos yeux et nous permettent de voir toutes ces couleurs grâce à une combinaison de trois couleurs primaires. Vous l'aurez deviné, le rouge, le vert et le bleu. En effet, un écran est composé de pixels et chacun de ces pixels est lui-même composé de 3 sous-pixels, chacun pouvant afficher l'une de ces trois couleurs primaires à différentes intensités de luminosité. C'est ce qu'on voit lorsqu'on regarde un écran au microscope. Maintenant, ces différences de luminosité, pour que nos écrans puissent les interpréter de la bonne manière, il faut les encoder correctement. C'est ici que rentrent en jeu les bits. Un bit est une unité d'information binaire, c'est-à-dire qu'elle n'a que deux valeurs possibles, 0 ou 1. En informatique, tout communique via de l'information binaire, car c'est la forme de communication la plus simple et la plus pratique lorsqu'on parle d'électronique. En effet, la présence d'un courant électrique peut se traduire par la valeur de 1, tandis que l'absence de courant électrique peut se traduire par la valeur de 0. Et pouf, on a un système binaire. Revenons-en à nos écrans et retirons toute notion de couleur, juste un instant. Imaginons qu'un pixel n'est pas composé de sous-pixels rouge, vert et bleu et qu'il ne peut m'afficher que de la lumière blanche. Si je veux encoder une image sans couleur en 1 bit, je n'aurai dans ce cas littéralement que du noir ou du blanc pour chacun de mes pixels. En d'autres termes, soit les pixels sont allumés, soit ils ne le sont pas. De la même manière, une image 2 bits ne m'offrira que 4 nuances possibles pour chaque pixel. La nuance 00, pixel éteint, la nuance 11, pixel allumé, et deux nuances intermédiaires, 01 et 10. Vous commencez à comprendre que pour afficher une image, on ne peut pas le faire avec un nombre infini de nuances de lumière. On est obligé de quantifier ce nombre en fonction du nombre de bits avec lequel on travaille. Ainsi, plus un pixel sera encodé avec un nombre élevé de bits, plus j'aurai de nuances à ma disposition pour afficher mon image. Aujourd'hui, la plupart des vidéos sont encodées en 8 bits, mais on retrouve aussi des vidéos encodées en 10 bits, 12 bits ou même 16 bits pour certains formats professionnels. Et vous allez vite voir que plus on augmente le nombre de bits, plus on va augmenter exponentiellement le nombre de nuances. 2 bits, ça nous donne 4 nuances, on l'a vu.
3 bits nous donne 8 nuances, 4 bits 16 nuances, 5 bits 32 nuances, 6 bits 64, 7 bits 128 et 8 bits 256 nuances. À chaque fois qu'on augmente d'1 bit, on double le nombre de nuances possibles. Et alors que jusqu'ici je n'ai parlé que d'images sans couleur, rappelez-vous que les pixels d'un écran sont composés de 3 sous-pixels rouge, vert et bleu. En 8 bits, c'est chacun de ces sous-pixels qui va être capable de s'allumer avec 256 intensités de luminosité différentes. De cette manière, si on calcule toutes les combinaisons de sous-pixels possibles, un pixel rouge, vert, bleu sera capable d'afficher 16 777 216 couleurs différentes. Ça paraît déjà énorme, mais c'est pas grand chose en vrai. Un encodage 10 bits peut quant à lui théoriquement afficher 1 73 741 824 couleurs différentes. Bref, ce système, c'est notre premier espace colorimétrique, celui qu'on appelle RGB. Il existe d'autres méthodes d'encodage d'une image, notamment la méthode YUV ou YCBCR, qui ne va pas avoir 3 composantes rouge, vert et bleu, mais une composante de luminance et 2 de chrominance. Je vais pas revenir dessus dans cette vidéo, on en a déjà parlé dans l'épisode précédent. Donc 3 canaux, 1 par couleur primaire pour chaque pixel et 8 bits par canal, soit 24 bits au total par pixel et plus de 16 millions de couleurs possibles. Il subsiste un petit problème cependant, car c'est un espace colorimétrique qui, tel quel, peut varier pour chaque méthode d'affichage. Comment être certain que tous les écrans affichent exactement la même teinte de rouge, de vert et de bleu ? Pour répondre à ce problème, il a fallu mathématiser l'ensemble des couleurs visibles par l'œil humain et inventer des standards d'espace colorimétrique. Souvenez-vous du spectre visible et de son arc-en-ciel. Cet arc-en-ciel, on peut le transposer sur un diagramme de chromaticité en forme de fer à cheval. Si vous venez de voir la vidéo précédente sur les scopes, c'est là qu'on commence à raccrocher les wagons. Il représente l'ensemble des couleurs que l'œil humain est capable de voir, avec sur son pourtour courbé les couleurs aux longueurs d'onde uniques, c'est notre arc-en-ciel, et sur sa surface, l'ensemble des mélanges de couleurs qu'on peut obtenir avec un point blanc en son centre. C'est ce qu'il y a de bien avec ce diagramme, pouvoir voir la manière dont les couleurs peuvent se mélanger. Prenez 2 points, tracez la ligne qui les relie et vous obtiendrez le dégradé de couleurs produit par le mélange de ces 2 primaires à différentes intensités. On observe alors qu'on peut obtenir n'importe quelle couleur avec n'importe quel mélange de 2 primaires. Quand on veut faire du blanc, on dit alors qu'on mélange 2 couleurs complémentaires, c'est-à-dire 2 couleurs opposées sur ce diagramme. On peut par exemple mélanger du cyan et du rouge, ou bien du bleu et du jaune, ou même du vert et du magenta. Et en un sens, c'est ce qu'on fait déjà avec nos écrans, mélanger du vert et du magenta. Mais comme le magenta est lui-même un mélange de bleu et de rouge, vous voyez où je veux en venir, on y retrouve nos 3 couleurs primaires, rouge, vert et bleu. Ce diagramme de chromaticité a été créé en 1931 par la Commission internationale de l'éclairage, abrégée en CIE, alors qu'on commençait à cartographier les couleurs visibles par l'œil humain. On lui donna le petit nom de CIE XYZ et il est toujours utilisé aujourd'hui, presque un siècle plus tard. Il représente en quelque sorte l'espace colorimétrique de l'œil humain. Vous vous demandez peut-être pourquoi XYZ dans le nom. En réalité, ce diagramme existe dans un espace en 3 dimensions. Si on regardait en dessous de ce fer à cheval, on aurait tout un tas de nuances supplémentaires en fonction de la luminance. Ce diagramme formerait alors une sorte de cône ou de pyramide avec tous les dégradés de luminosité possibles. Mais pour des raisons de simplicité, on n'en représente habituellement qu'une vue du dessus en 2 dimensions, faisant fi de toute notion de luminance. Le fait d'avoir toutes les couleurs visibles sur ce diagramme de chromaticité va nous permettre de donner des coordonnées mathématiques à chacune d'entre elles et de construire des espaces de couleurs précis sur lesquels vont se baser l'affichage et l'enregistrement numérique. C'est ça
un espace colorimétrique. En pratique, on va utiliser nos couleurs primaires et on va les placer sur ce diagramme. Je place mon rouge, mon vert et mon bleu et je peux tracer un triangle dans lequel se trouveront toutes les couleurs que mon espace colorimétrique sera capable d'afficher. Comprenez bien que en dehors de ce triangle, le reste du diagramme de chromaticité est inexistant pour mon espace colorimétrique, car les couleurs qui s'y trouvent ne peuvent ni être décrites mathématiquement, ni être affichées sur l'écran qui utilise cet espace de couleurs. Bah oui, du point de vue de mon écran, ces trois couleurs primaires sont les rouges, les verts et les bleus les plus purs que lui peut afficher. Des espaces colorimétriques aujourd'hui, il en existe une tonne. sRGB, P3, VGamut, SGamut, Rec 2020, Rec 2100, Rec 709. Ça peut paraître être un gros bordel, mais maintenant que chaque espace colorimétrique possède un nom et des coordonnées précises, on peut s'y retrouver et passer de l'un à l'autre facilement. On parlait des standards d'espace colorimétrique. En l'occurrence, il existe aujourd'hui deux standards utilisés sur quasiment tous les écrans et caméras disponibles au grand public. Le sRGB et le Rec 709. Par souci de simplicité et parce que ces deux espaces colorimétriques sont quasiment les mêmes, je ne vais parler ici que du Rec 709, aussi appelé BT 709, ou pour être encore plus précis, ITUR-BT 709. C'est un espace colorimétrique dont les coordonnées de ses couleurs primaires correspondent aux coordonnées des couleurs primaires de nos écrans RGB. La différence étant qu'avec le Rec 709, on a des coordonnées bien définies sur lesquelles peuvent se baser les constructeurs. A noter quand même au passage que cette norme n'est qu'une recommandation, d'où son petit nom d'ailleurs, Rec 709. Aucun constructeur n'est tenu de la respecter à la lettre, et quand bien même il le ferait, rien n'est absolument parfait dans le monde réel, et c'est pourquoi lorsqu'on compare deux écrans censés afficher le même espace colorimétrique, parfois même deux modèles identiques de marques identiques, on pourra toujours déceler des différences de couleur ou de luminance. La seule et unique manière d'être sûr d'avoir des couleurs fidèles sur un écran reste encore de le calibrer dans les règles de l'art avec une sonde de calibration professionnelle. Bref, je digresse. Le Rec 709 existe depuis 1990 et a été créé lorsqu'on a commencé à planifier le déploiement de l'imagerie numérique haute définition à la télévision. Le sRGB, quant à lui, c'est la même chose, mais développé quelques années plus tard pour standardiser l'espace colorimétrique des écrans d'ordinateur. Les deux sont quasiment les mêmes et ne diffèrent qu'un tout petit peu sur la manière dont ils vont gérer la luminosité de l'image. Au passage, le Rec 709, c'est pas que un espace colorimétrique. C'est un standard qui gère aussi la résolution d'une vidéo, son framerate et tout un tas d'autres trucs. Mais on n'ira pas plus dans les détails dans cette vidéo. Bref, c'est ça le fameux Rec 709 Gamma 2.4 que vous allez voir dans vos paramètres sur DaVinci Resolve. Alors, je vous vois venir et vous vous demandez déjà ce à quoi correspond le gamma. Et là, on va devoir introduire deux nouvelles notions, le gamma et le gamut. Pour le dire le plus simplement possible, le gamma, c'est ce qui va gérer la luminosité de notre vidéo, et le gamut, c'est ce qui va gérer ses couleurs. Si je reprends mon diagramme de chromaticité, mon gamut, ça va donc être le triangle formé par mes trois primaires RGB, et le gamma, ça va être la hauteur de cet espace dans sa représentation en 3 dimensions. Ainsi, c'est l'association des deux qui va définir un espace colorimétrique. Alors, vous l'aurez compris, depuis le début de cette vidéo, je prétends parler des espaces colorimétriques, mais en réalité, je n'ai abordé que le sujet des gamuts. Je vous l'annonce donc maintenant, la prochaine vidéo sera aussi un point théorique centré sur le gamma. Et vous verrez, ça aussi c'est tout un joyeux bordel. En post-production, on peut différencier 3 principales catégories d'espaces colorimétriques. Il y a les espaces colorimétriques d'input, ceux dans lesquels ont été enregistrés vos rushs. Ce sont des espaces colorimétriques généralement assez larges, plus larges que le Rec 709, et qui permettent à nos caméras d'optimiser au maximum ce que leurs capteurs sont capables de percevoir afin d'enregistrer le plus d'informations possible. Ce sont ces espaces colorimétriques qu'on qualifie de flat, ou qu'on appelle log, un peu par abus de langage. La deuxième catégorie va regrouper des espaces colorimétriques d'output, ceux dans lesquels vont être
encoder vos vidéos lors de l'export final et qui vont donc entièrement dépendre des supports sur lesquels ces vidéos vont être diffusées. En effet, même si la plupart des écrans grand public affichent leurs images en Rec 709 et en sRGB, de plus en plus d'écrans aujourd'hui affichent des espaces colorimétriques plus larges, comme les écrans HDR par exemple, qui sont en Rec 2020 ou en Rec 2100, ou bien même les écrans de cinéma qui affichent des images en DCI P3. Lorsqu'on veut faire un étalonnage et exporter son film une fois qu'il est terminé, il faudra prendre en compte l'espace colorimétrique de l'écran sur lequel sera diffusé celui-ci, et se préparer à faire plusieurs versions de son film dès lors qu'on voudra le sortir au cinéma, en Blu-ray ou sur Netflix en HDR. Enfin, en troisième catégorie, on retrouve les espaces colorimétriques intermédiaires, ceux qui vont être utilisés lors de l'étalonnage. En d'autres mots, les espaces colorimétriques de travail. On aura le temps d'y revenir dans les prochaines vidéos, mais on n'est pas obligé de travailler dans le même espace colorimétrique que celui de notre moniteur de travail. On peut parfaitement afficher une image en Rec 709 et utiliser en même temps un autre espace colorimétrique pour faire notre étalonnage. Et ça va avoir pas mal d'avantages. Ceux-ci peuvent se permettre d'être bien plus larges que tous les autres espaces colorimétriques, plus larges même que ce que l'œil humain est capable de percevoir, et ce afin de limiter au maximum toute perte d'informations lors de la post-production. Ils vont aussi nous permettre de mettre dans le même espace colorimétrique plusieurs sources différentes qui auraient pu être filmées avec des caméras différentes et donc dans des espaces colorimétriques différents. Vous avez survécu jusque-là ? Bravo à vous! C'était un gros morceau et clairement la vidéo qui m'a demandé le plus d'écriture. Parmi les premières choses que va donc devoir apprendre un étalonneur, l'une des plus importantes va être de savoir comment effectuer une conversion d'un espace colorimétrique à un autre. En effet, une scène filmée en log par exemple ne sera pas adaptée à une diffusion sur un écran Rec 709. C'est pour cette raison qu'une image log semble décontrastée et désaturée sur un écran, car l'espace colorimétrique de la vidéo et celui de l'écran sur lequel elle est visionnée ne sont pas les mêmes. Gérer les espaces colorimétriques de notre projet, c'est ce qu'on verra dans les prochaines vidéos de cette série. On parlera des LUT, des nœuds de Color Space Transform, du Color Management et du travail en ACES. Tout plein de notions pour bien comprendre comment tout ça fonctionne. Mais avant qu'on plonge là-dedans, on va faire comme promis un point sur la notion de gamma. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. Je vous dis bonne journée, bonne soirée. Ciao!